Très bien. Donc, pour notre dernière partie de cette séance de l'après-midi d'aujourd'hui, donc on aura l'intervention des trois collègues, donc David Plantin de l'Université de Québec à Montréal, Rossana D'Angelis de l'Université Paris-Est de Créteil en France, et Eduardo Pareglu, et si je prononce mal, dites-moi, de l'Université Vale do Rio dos Sinos au Brésil. Et donc, on commencera par David avec une intervention qui s'intitule « Effet de vérité et circulation des discours militants non numériques et numériques dans un contexte des risques élevés, le cas des conflits socio-environnementaux au Honduras ». David, on vous laisse la parole. Parfait. Je vais partager mon écran. Très bien. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon. Oui. Parfait. Donc, bonjour à tous. Dans ma présentation d'aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est réfléchir sur la circulation des discours militants numériques et non numériques dans un contexte de risque élevé, à partir du cas des conflits socio-environnementaux au Honduras. En fait, il s'agit d'une réflexion qui découle de ma thèse de doctorat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa, mais dont je n'avais pas pu traiter plus en profondeur dans le cadre de ma thèse, donc je le fais aujourd'hui. Ce que je vais avancer, c'est qu'il y a un intérêt à penser l'imbrication des discours militants numériques et non numériques pour saisir leur circulation et leurs effets de vérité dans un contexte de risque élevé de répression. Plus spécifiquement, je vais soutenir que les photographies des publications numériques des organisations militantes au Honduras mettent en scène à la fois leurs actions collectives et les violences auxquelles s'exposent les activistes, ce qui va permettre d'une part d'amplifier la circulation des discours des manifestations, mais aussi produire un effet de vérité en montrant leur engagement à se mobiliser malgré les risques qu'ils encourent. Donc, pour mettre en contexte, selon l'ONG Global Witness, le Honduras est devenu l'un des pays les plus dangereux dans le monde pour les défenseurs de la terre et de l'environnement en 2010. Entre 2010 et 2017, le pays avait le taux le plus élevé d'assassinat de ses défenseurs dans le monde. Les activistes font aussi face à des risques de criminalisation et à des violences multiples, et ce, dans un contexte de violence et d'impunité généralisée dans le pays. Donc, malgré ce contexte de risque élevé, de nombreux militants et militantes persistent à s'engager, à prendre la parole publiquement ou à dénoncer des injustices et à donner leur version des événements au premier chef sur les violences qui surviennent dans les conflits socio-environnementaux. Donc, dans ce contexte-là, l'environnement numérique est devenu un moyen d'amplifier la circulation de leurs discours, notamment pour rejoindre un public international qui est composé des organisations non gouvernementales et intergouvernementales de protection des droits de l'homme, de relayer des alertes concernant des défenseurs à risque, de coordonner des actions ou de porter leurs revendications au-delà des contextes de mobilisation. Pour saisir cette circulation, j'ai rassemblé dans le cadre de ma thèse un corpus de grande taille, hétérogène, réflexif et multimodal à partir de discours numériques d'organisations militantes. Le corpus totalisait 10 387 289 mots. Différents critères de constitution ont guidé la collecte des textes, notamment la pertinence au regard de l'objet d'étude, la cohérence avec le cadre théorique, la commensurabilité aussi des documents qui étaient recueillis, le volume du corpus et sa richesse en termes de diversité de locuteurs et de genre discursif. Le corpus a été formé à partir de documents publiés sur les sites web, sur les blogs ou les pages Facebook de 28 organisations non gouvernementales ou d'organisations de mouvements populaires, autochtones, afrodescendants, paysans, écologistes, féministes ou de droits humains entre le 28 juin 2009, qui est la date d'un coup d'État au Honduras, et le 1er janvier 2018. Ces différentes sources reflétaient la diversité des mouvements qui étaient mobilisés à l'époque dans les conflits socio-environnementaux au Honduras, tant en termes de stratégie, d'échelle d'action ou de mode d'organisation. Aussi, il faut dire que chacune de ces publications de ces sources plutôt, relayait des publications d'une centaine d'autres organisations militantes honduriennes ou étrangères. Ces publications numériques se caractérisaient par une pluralité de genres discursifs et leur nature plurisémiotique, notamment parce qu'elles comprenaient du texte, des images, des extraits audio et vidéo. Enfin, il s'agit d'un corpus qui est réflexif,
C'est-à-dire que le contexte d'énonciation des discours qui se retrouvent dans ce corpus-là sont mis en scène par d'autres discours du même corpus. Et donc, on peut interpréter le contexte d'énonciation à partir des discours eux-mêmes. Évidemment, comme tout corpus, le corpus comportait des limites, notamment qui sont en partie liées à l'instabilité, à la diversité et à l'incomplétude des données numériques. Donc, d'une part, il faut dire que l'accès au texte est toujours conditionné par la conservation dans l'espace public. Or, cette conservation dépend des dispositifs technologiques qui sont mis en place pour préserver des archives. Entre autres, la capacité des organisations militantes à maintenir un site Web dans le temps varie grandement en fonction des ressources qu'elles vont y consacrer, puis également des rapports de pouvoir qui visent à les censurer, par exemple avec des cas de cyberpiratage. Aussi, avec l'actualisation de leur site Web, les discours passés sont sujets à la disparition. Donc, pour cette raison-là, j'ai utilisé notamment l'outil d'archivage des pages Web Wayback Machine du site Internet Archive pour recueillir de manière la plus systématique possible les publications passées qui n'étaient plus accessibles. D'autre part, avec les difficultés à maintenir leur site Web, des organisations vont se tourner de plus en plus vers les réseaux sociaux pour diffuser leurs discours. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de recueillir en partie des discours provenant notamment du réseau Facebook, qui ont comme particularité d'être indexés en ordre antéchronologique, ce qui peut compliquer la collecte de données. Néanmoins, il était possible de récupérer un maximum de messages publiés sur Facebook à partir des comptes qui étaient toujours actifs par des recherches par période dans les publications. Donc, pour traiter ce corpus de grande taille, j'ai utilisé un logiciel de textométrie qui s'appelle TXM, qui a été développé en France. L'intégration du corpus dans TXM s'est réalisée par un travail progressif d'extraction, de transcription et de balisage des données textuelles. Donc, à partir des sites Web, des blogs et des pages Facebook qui constituaient le lieu de corpus, j'ai extrait à un premier niveau le texte, les images et les différents modules qui permettaient d'accéder à des extraits audio et vidéo. À un deuxième niveau, j'ai retranscrit le texte qui se retrouvait sur les images. Pour des raisons de faisabilité qui est liée à la taille du corpus, un choix a été fait d'étudier exclusivement le contenu textuel écrit et donc d'exclure les contenus audio et vidéo. À un troisième niveau, j'ai balisé les textes pour un traitement textométrique en ajoutant des métadonnées, ce qui permettait d'opérer des segmentations dans le corpus. Donc, les balises de documents indiquaient les dates, les lieux de publication, les locuteurs et les genres de discours. Le corpus aussi était enrichi avec des balises qui délimitaient les phrases et les paragraphes, notamment pour faire du calcul de co-occurrence. Et dans le cas des images, j'ai aussi intégré des balises qui différenciaient les supports matériels sur lesquels étaient inscrits les énoncés. À partir de ce corpus balisé, j'ai fait plusieurs sous-corpus ou partitions de corpus pour étudier des aspects particuliers des discours à l'aide de différents outils textométriques. Mais je ne m'attarderai pas sur ces outils aujourd'hui avec vous. Donc, cette méthode de constitution de corpus me permet d'étudier la circulation des discours militants dans le temps, dans l'espace, selon les genres et divers supports matériels. La notion de circulation discursive est entendue dans ses dimensions à la fois matérielles et intertextuelles. Donc, dans sa dimension matérielle, selon Pavot et Rossier, elle renvoie au déplacement spatial et à la transmission temporelle des discours grâce à des supports matériels. Dans sa dimension intertextuelle, elle désigne les références entre paroles ou textes qui assurent la transmission d'un discours à travers la chaîne de ses reformulations par d'autres discours. Par exemple, dans le cas du discours rapporté direct ou indirect. Donc, d'un point de vue de méthode d'analyse, j'ai d'abord analysé cette circulation discursive à travers diverses formes de discours rapportés qui vont produire des effets de vérité distincts. La notion d'effet de vérité est tirée des travaux de Foucault et de Charodot, entre autres. Donc, d'une part, les publications qui mettent en scène des énoncés non numériques et leur contexte d'énonciation grâce à des photographies numérisées. Donc, ces photographies constituent en fait une forme de citation qui relève du techno-discours rapporté selon Pavot. Ces photographies sont déictiques, donc elles montrent non seulement l'image des textes, mais également les supports matériels des énoncés et leur contexte spatial et temporel d'énonciation. Ce qui, d'ailleurs, est décrit dans les récits qui entourent ces images.
ces images vont produire un effet de vérité qui tend à prouver l'authenticité des faits qui sont rapportés dans les récits en montrant des images qui servent de preuves visuelles qui vont relever d'un imaginaire social qui est qualifié de vérisme par Charaudeau. D'autre part, les discours militants ont recours aux discours rapportés directs et indirects, notamment des témoignages, des actions collectives et des risques qui sont encourus par les activistes. Donc, ces témoignages vont produire un effet de vérité dans la mesure où ils attestent par l'expérience vécue par les témoins cités, qui sont présentés comme sincères, les faits rapportés dans les récits des communiqués et des nouvelles produits par les organisations militantes. Enfin, ces différents récits vont participer à des luttes de sens qui concernent les torts survenant dans les conflits sociaux environnementaux. Luttes qui ont été analysées à partir des marques de négation, d'argumentation, de véridiction et de juridiction, qui sont deux concepts tirés des travaux de Foucault. Ces marques vont produire un effet de vérité qui est fondé, dans le cas des discours militants, sur la critique des discours adverses. Donc, les publications militantes numériques mettent notamment en scène des photographies de manifestations. Or, ces manifestations constituent un espace de production et de monstration d'énoncés oraux et écrits. Ces énoncés sont inscrits sur des supports matériels qui sont variés, qui vont conditionner les modes de circulation des discours manifestants, ce qui va limiter leur portée spatiale et temporelle. Par exemple, les inscriptions corporelles, les vêtements, les pancartes ou les banderoles vont circuler d'abord en suivant le trajet des marches. Ces écrits doivent être vus, ce qui requiert une proximité, et dans le cas des chants, des slogans scandés ou des discours oraux, ils sont limités par la portée de la voix des manifestants qui peuvent être assistés de matériel d'amplification comme le montrent certaines photographies. Généralement éphémères, ces énoncés vont acquérir une permanence dans l'espace au-delà des manifestations, notamment dans le cas des graffitis qui vont inscrire ces énoncés de façon plus permanente. L'inscription des énoncés sur des supports matériels, mais aussi l'apprentissage des slogans et des chants vont permettre de les réitérer dans des actions collectives ultérieures, en particulier lorsque ces énoncés ont été préparés plutôt qu'improvisés. Donc, dans le corpus, on voit entre autres des photographies et on a aussi des récits qui montrent ce travail qui est souvent collectif de préparation des pancartes. D'ailleurs, plusieurs pancartes et banderoles sont imprimées plutôt qu'écrites à la main, ce qui permet de les réutiliser dans d'autres événements publics comme des assemblées, des réunions ou des conférences de presse ou pour décorer les locaux des groupes. Aussi, les slogans et les chants sont parfois composés et diffusés à l'avance par les organisations sur leur site ou leur blog. Donc, en amont de ces discours manifestants qu'on retrouve dans les manifestations, les activistes vont aussi produire des discours de mobilisation. Entre autres, ils vont créer des communiqués, des affiches numériques qui vont convoquer à des actions collectives. Ces convocations font partie d'autres cyberactions comme des tweetassos ou des pétitions en ligne qui visent à amplifier la capacité de mobilisation des organisations et à rejoindre un public international au-delà des frontières du Honduras. Vous avez un exemple d'une affiche. En aval des discours manifestants, on retrouve des discours rétrospectifs qui donnent sens aux événements en faisant le récit des mobilisations. Parmi les genres les plus fréquents qu'on retrouve, les communiqués et les nouvelles alternatives peuvent être imprimées ou distribuées auprès des sympathisants ou transcrits sur leur site web, leur blog ou leurs réseaux sociaux. Cette écriture numérique, en fait, facilite la diffusion intégrale ou la reprise partielle sous forme de citation ou de paraphrase par la presse écrite ou électronique ou par d'autres organisations militantes qui vont les rediffuser sur leur propre site, leur blog ou leur page Facebook. Donc, ces récits vont imbriquer les photographies numérisées des actions collectives où on va pouvoir lire les énoncés des manifestations. Donc, ces techno-discours rapportés remettent en circulation les discours manifestants dans l'environnement numérique. De cette manière, elles vont permettre d'amplifier leur circulation au-delà des mobilisations en Honduras, notamment à l'échelle internationale. Je vous ai mis sur cette diapositive un cas illustratif, notamment le slogan « Berta Cáceres reviendra et sera des millions », qui a circulé au-delà du Honduras dans d'autres pays latino-américains, européens ou nord-américains après l'assassinat de cette dirigeante écologiste Lenca.
En plus d'amplifier la circulation des discours manifestants au-delà des manifestations, les photographies vont aussi mettre en scène la diversité des risques qui sont encourus par les défenseurs de la Terre et de l'environnement. Elles produisent de cette manière un effet de vérité qui tend à prouver l'authenticité des risques qui sont rapportés dans les récits et les témoignages d'activistes en montrant des images qui servent de preuves visuelles. Notamment, dans leurs témoignages, les militants vont rapporter à être l'objet de surveillance de la part d'inconnus, de gardes de sécurité, du personnel d'entreprise, de policiers ou de militaires, ce qui est vécu comme une forme d'intimidation qui vise à dissuader leur action. Ces témoignages sont parfois appuyés par des photographies qui montrent des militaires qui gardent l'entrée de sites contestés, comme on voit à l'écran, ou de policiers qui photographient les protestataires lors de manifestations. L'intimidation prend aussi la forme de menaces qui suit un genre qui est bien défini. Donc, ces menaces sont envoyées anonymement ou sous des pseudonymes par des appels téléphoniques, des messages ou des commentaires sur les réseaux sociaux. Généralement dans un langage vulgaire, elles insultent les victimes afin de les déprécier en les sommant de se taire, de cesser leur action ou leur travail de défense des droits ou bien de quitter leur communauté, voire le pays. Notamment, c'est notable par l'utilisation de modalités déontiques. Aussi, ces menaces tentent d'effrayer leurs victimes en évoquant des actes violents qu'elles subiront si elles n'obtempèrent pas, notamment les avertissant qu'elles et leurs proches sont surveillés et que les auteurs des messages connaissent leur lieu de résidence ou de travail. Je vous ai mis en bas de l'écran un exemple de menace reçue par une radio communautaire liée à une organisation militante au Honduras. Donc, les discours militants rapportent ces menaces et fournissent des preuves photographiques des messages qu'ils ont reçus. Les défenseurs des droits font aussi l'objet de discours diffamatoires qui les stigmatisent comme des criminels ou des terroristes de la part des médias traditionnels ou des autorités publiques. Ces campagnes de discrédit se déploient aussi sur le web, notamment sur les médias sociaux. Entre autres, on a un phénomène de faux positifs, c'est-à-dire des faux communiqués, affiches ou sites web qui se réapproprient le graphisme des organisations militantes pour ternir leur réputation, créer des conditions qui justifient a posteriori leur répression, démentir les dénonciations de violence qui sont subies par les défenseurs des droits ou nier leurs motifs politiques. Des photographies donnent aussi un visage aux activistes qui sont criminalisés. Notamment des alertes et des affiches montrent des images de militants et de militantes qui sont emprisonnés, dans lesquelles les barreaux des cellules vont symboliser leur détention arbitraire. Ces publications réclament en général leur liberté ou le respect de leurs droits à l'intégrité physique, à la sécurité ou à la liberté de manifestation, d'association, de réunion ou d'expression. On a également des photographies de textes juridiques, comme vous voyez en haut de l'écran, qui servent de preuve de procédures policières, des procédures policières et judiciaires qui sont intentées contre les activistes. Enfin, certaines photographies mettent en image les multiples violences vécues par les activistes, que ce soit les coups et blessures qui résultent de la répression policière et militaire, la destruction des maisons et des cultures agricoles lors d'expulsions forcées, le sabotage de l'équipement des radios communautaires, l'assassinat de défenseurs de droits humains, de l'environnement, de la terre ou des territoires, ou bien la disparition forcée de paysans ou paysannes qui sont survenus notamment dans le cadre de conflits agraires. Donc, malgré ces risques, les photographies vont montrer également une multitude d'énoncés manifestants qui dénoncent les torts subis, notamment ces violences. Des marques de dissension vont introduire ces torts, comme la proposition contre, les syntagmes qui débutent par Alt-A, plus de, assez de, non A, ou bien différents verbes performatifs comme refusons. Grâce à ces marques, les activistes vont s'opposer à différents torts, notamment la déforestation, la contamination ou la destruction de l'environnement, la dépossession des terres ou des territoires, ou bien les expulsions ou déplacements forcés qui sont générés par les projets miniers, forestiers, pétroliers, hydroélectriques ou de monoculture. Les militants et militantes vont aussi dénoncer la violence et la criminalisation qui découlent de la répression des opposants au projet, ce qui est régulièrement qualifié de projet de mort. Donc, d'ailleurs, sur un bon nombre de supports matériels
contenant les énoncés manifestants, des objets symboliques vont évoquer la mort. On peut avoir des cercueils, des costumes ou des marionnettes géantes qui personnifient la figure occidentale de la faucheuse, ou l'usage de faux sang sur les corps, les vêtements, les pancartes ou les banderoles pour signifier cette violence. Au-delà de tout autre tort, l'impunité entourant les assassinats d'activistes est au cœur des demandes de justice, c'est le tort le plus fréquent dans les banderoles et pancartes de manifestation, et est généralement exprimé par un verbe performatif comme « nous exigeons la justice »,« nous exigeons justice ». David, je suis désolé de vous couper, mais il va falloir conclure. Oui, je conclue là-dessus. Donc, je vais faire très bref sur la dernière diapo. Donc, ces discours militants et les photographies mettent donc en scène une éthique de la parésia au sens de Foucault, c'est-à-dire qui consiste à dire de manière polémique ce que l'on croit vrai ou juste au risque de subir de la violence. Notamment, Excusez-moi, David, je pense que le micro a été coupé. Je n'entends pas non plus. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, le micro a été coupé. OK, je vais reprendre, je vais faire très bref là, pour la dernière diapo. Donc, les discours militants et les photographies mettent en scène une éthique de la parésia au sens de Foucault, c'est-à-dire cette éthique consiste en fait à dire de manière polémique ce que l'on croit vrai ou injuste au risque de subir de la violence. Donc, sur les pancartes et les banderoles, les activistes vont affirmer régulièrement leur engagement à continuer la lutte en suivant l'exemple courageux des activistes qui sont décédés, quitte eux-mêmes à mourir. D'ailleurs, certaines cérémonies, notamment des remises de prix envers des défenseurs à risque, se font en l'honneur de ces activistes décédés et en hommage à ceux-ci. Donc, je vais finir là-dessus pour écourter, pour qu'on puisse avoir du temps pour les questions. Je vous remercie. D'accord, merci David. Très bien. Donc maintenant, on a l'intervention de Rosanna D'Angelis qui nous parlera de journalisation des écrits numériques, contraintes matérielles et normalisation. Oui. Voilà, je vous laisse la parole alors. Merci beaucoup. D'abord, merci pour ces 2 belles journées d'études parce que je me suis régalée à vous écouter les uns les autres. Donc, merci pour vos recherches et pour ces présentations. Vous voyez les diapos, oui? Donc, je vais reformuler pour pouvoir laisser le temps des échanges et donc la partie vivante de cette fin de journée. Je vous présente un premier, disons, les premiers résultats, ce n'est pas vraiment des premiers résultats, mais un travail en cours que je fais sur l'analyse d'écrits numériques, mais plutôt d'écrits longs. C'est-à-dire avec des formats un peu complexes et qui sont issus notamment de journalisme, donc c'est de la presse, donc ce sont des écrits parfois qui portent sur la vulgarisation, d'autres qui portent sur des actualités. Ce qui m'intéresse, ce sont les formats, comment en fait un format long se construit et s'adapte au support numérique. Journalisation des écrits numériques. Pourquoi? Parce que je vais l'introduire à la fin, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur un concept d'écriture efficace, c'est-à-dire une écriture qui est tellement adaptée au numérique qu'elle rétrogit et finalement on arrive à écrire comme le numérique veut. Et donc je voudrais qu'on réfléchisse ensemble après sur cette idée. Donc au lieu de parler de numérisation des écrits journalistiques et donc de cette dimension-là, j'ai voulu inverser les 2 mots parce que la forme de l'article, comme on peut le constater, prend de plus en plus de place et même dans des sites en fait qui ne sont pas des sites de presse, qui ne sont pas des journaux, on voit surgir, on voit émerger des écrits longs, la plupart du temps sous la forme d'articles. Qu'est-ce que j'entends par... alors vous voyez la deuxième diapo, je crois, ça va? Ok. Donc, qu'est-ce que j'entends par article? J'entends un format
textuel qui est assez stabilisé, qui se présente dans un cadre discursif défini, celui de la presse, et qui est introduit, comme vous le proposez Adam et Lugrin, vous avez ici la citation, qui est introduit dans une structure plus large, celle que Adam et Lugrin proposaient en fait d'appeler une hyperstructure, qui donne en fait un cadre architectuel à l'écrit, à l'article. C'est-à-dire que l'article, dès par son insertion dans un cadre énonciatif déjà régulier, il acquiert une forme particulière qui se stabilise, en fait, qui se révèle à travers le format. Donc, cette étude repose donc sur cette idée qu'on pourrait s'approcher à l'étude des écrits numériques à travers une idée de cadre, en suivant en fait les cadres énonciatifs emboîtés à travers lesquels les écrits numériques se présentent. Cette idée de cadre énonciatif emboîté n'est pas qu'à moi. Je veux dire, je la reprends de Roy Harris, qui a écrit dans les années 90 un super ouvrage sur la sémiologie de l'écriture et qui nous a appris à regarder, à analyser les écrits en regardant aussi comment les relations de sens se construisaient dans la surface que cet écrit, en fait, dans laquelle en fait, ces écrits étaient accueillis. Donc, cette surface que, disons, dans l'écriture numérique devient l'écran est une surface déjà organisée, préorganisé, donc devient un architecte au sein duquel en fait l'écrit numérique se présente. Dans cette idée-là, en fait, cette idée-là me permet de vous proposer donc de regarder les écrits numériques plutôt que de les regarder dans une dimension horizontale par rapport aux relations, par exemple, qu'ils entretiennent les relations intertextuelles. On parlait tout à l'heure d'intertextualité, de regarder en fait les écrits en profondeur, c'est-à-dire d'avoir un regard de l'écrit numérique comme un écrit stratifié, construit sur des couches énonciatives superposées. Dans quel sens stratifié et je vais revenir sur ces éléments-là. Dans quel sens stratifié? Je vous propose un petit dessin qui n'est pas extraordinaire, mais qui montre un peu l'idée que j'ai de l'écrit numérique. C'est que l'écrit se présente dans ce petit carré rouge, c'est-à-dire elle a la place d'un texte, mais il se présente déjà dans un cadre énonciatif, ce que Adam et Lugrin nous ont permis d'appeler l'hyperstructure ou architecte. On va pouvoir trouver des noms. Et en même temps, en fait, c'est le résultat d'un processus d'écriture qui se fait par strates. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces différents strates? Je reviens à la diapo précédente. Dans le premier strate, on trouve ce qui revient à la notion qui est représentée par l'idée d'énonciation éditoriale, idée proposée, notion proposé, je vous ai mis, après je peux partager, je peux vous envoyer justement les diapos dans le chat si vous le voulez. Donc, idée qui a été proposée par Souchier et Jeanneret, qui propose en fait de voir dans la dimension, dans la construction, l'organisation éditoriale de l'écrit, déjà une couche énonciative qui montre comment plusieurs énonciateurs, les éditeurs, les auteurs, les rédacteurs, parce que dans les écrits numériques, souvent, c'est pas qu'on l'oublie, mais il y a cette figure intermédiaire sur laquelle je voudrais porter l'attention, qui est celle du rédacteur web, qui a souvent une place très importante. Et donc, ça concerne en fait la strate énonciative qui nous permet qui permet aux écrits de passer à l'écran. Mais cette strate énonciative, en fait, repose sur une autre strate, qui est celle de l'énonciation computationnelle. Encore une fois, c'est pas une notion que je reprends notamment à Souchier, Goyer, Colombe et Goyer, bref, qui ont mis en fait en valeur cette
cette couche d'énonciation qui est très importante et qui permet de faire le lien qui est, disons, doublement lu par les machines et lu par les hommes, et donc qui prépare l'éditorialisation. Et là, je fais référence au concept de Marcello Vitali Rosati sur l'éditorialisation, et qui prépare donc la mise à l'écran des écrits. Dans cette idée je reviens dans cette idée de superposition de strates, j'ai pu travailler sur l'analyse des écrits journalistiques, déjà en montrant que entre le niveau de l'architecte, c'est-à-dire du dispositif du journal, et le niveau de l'article, là où on accède vraiment à l'écrit qu'on a comme objet, il y a toujours un niveau intermédiaire. Un niveau intermédiaire que j'appelle le supratexte. Pourquoi supratexte? Parce que c'est toujours le niveau qui nous permet d'accéder au texte et sur lequel on doit cliquer parce qu'il y a un titre ou bien une image. Bref, c'est un niveau qui permet de passer de l'architecte du dispositif au texte objet, dans ce cas, l'article journalistique. Cette idée, ce supratexte, c'est ce qu'on peut voir, par exemple, là, ce sont des captures d'écran sur France Info. Quand on voit sur la version pour l'ordinateur de France Info, on a donc la une, l'équivalent de la une, on a tout un système d'orientation du lecteur, et après, quand on change de support et on cherche France Info à travers un smartphone, on a une différente configuration disons, de la proposition des articles. Par contre, on garde quand même cet affichage intermédiaire qui fait la transition entre le dispositif et l'article. Alors, cette idée de stratification est une idée qui me permet en fait de parler des contraintes. Pourquoi? Parce que dans cette stratification, quand on cherche à analyser les différentes composantes d'un article journalistique, parce que là c'est notre objet, mais on pourrait le faire sur d'autres objets écrits, on se rend compte en fait qu'on a des contraintes de manipulation du support, parce que pour pouvoir y accéder, il faut cliquer sur le titre, il faut dérouler l'écran, il faut swiper, donc élargir l'écran pour pouvoir zoomer, etc. Donc, on a des gestes qui sont liés au support, donc ce que je peux appeler un modus operandi, une façon de manipuler le support, mais qui va aussi structurer le contenu des articles. Pourquoi? Parce que ça va influencer et va avoir un impact sur la préparation sémiotique de l'article, c'est-à-dire sur le choix des mots dans les titres, sur le choix des mots pour les chapeaux, sur le choix des mots, sur le choix des images pour, disons, d'accompagnement. Pourquoi? Et c'est ce qui m'intéresse. C'est cet aspect-là, regarder cet aspect-là, me permet en fait de montrer comment en fait dans la première couche de l'énonciation éditoriale, l'articulation entre visible et lisible dépend d'un côté du modus operandi, c'est-à-dire de la façon dont on utilise les supports, cliquer, dérouler, etc., mais aussi des habitudes interprétatives qu'on a, c'est-à-dire du modus interpretandi, parce que c'est là qu'on va agir, en fait, c'est là qu'on va introduire des éléments linguistiques ou visuels qui vont être adaptés aux gestes qu'on doit faire. C'est pour ça, j'y reviens à la fin, mais c'est pour ça que je me permets de parler d'écriture efficace, parce que c'est une écriture qui va devoir faire avec les contraintes du support numérique, sa façon de fonctionner, mais aussi les contraintes en fait des habitudes de lecture qu'on porte. Donc, elle doit répondre efficacement à deux formes de contraintes. Alors, je vais vous montrer un exemple pour rendre un peu plus concret ce que je vous dis, et je vais me focaliser je vais vous montrer seulement quelques exemples qui concernent la titraille. La titraille, c'est donc l'ensemble de titres, chapeaux, images, accroches, etc., qui
qui représente un ensemble de lieux stratégiques, lieux textuels stratégiques, à la fois pour disons, par rapport au modus operandi, mais aussi par rapport au modus interpretandi, c'est-à-dire à la fois pour manipuler efficacement les supports pour accéder au texte et donc rester sur le texte, et aussi pour pouvoir bien l'interpréter de manière correcte. Alors, dans disons, de quoi se compose en fait la titraille? La titraille se compose de tous ces petits éléments, avant-titre, titre, sous-titre, chapeau, intertitre, mais aussi tout un tas d'éléments visuels qui ont été, qui deviennent, qui se standardisent en fait dans les articles numériques à l'écran, et qui sont constitués des puces, des listes, des blocs, des encadrés, etc. Ce qui fait en fait que ce qui rend le format article hyper, disons, immédiatement reconnaissable, et en même temps, ce qui va formater et standardiser les écrits numériques, disons, pas tous, hein, ces écrits-là, dans un format qui est à la fois, disons, qui répond à la fois à des contraintes du support et à des contraintes de contenu. Je vais vous montrer en fait un peu plus, je vais vous faire un exemple. Là, vous avez, alors j'ai mis à côté les deux colonnes d'écriture, mais il faut imaginer que c'est une seule colonne d'écriture qui se déroule au fur et à mesure. C'est une capture d'écran d'un article de Rue 89. Rue 89 est un des pure players, donc des journaux qui a commencé gratuitement et qui après, à travers l'annexion à Les Échos, Nouvelle Obs, a trouvé une autre forme éditoriale. Alors ça c'est un article qui remonte en fait à la phase où Rue 89 était entièrement gratuit. Alors, qu'est-ce qu'on lit dans le titre? Couple de travail, grâce à lui, je vais au boulot le cœur léger. Couple de travail porte en fait sur une petite ambiguïté, une curiosité. Le syntagme couple de travail associe l'idée de couple au discours travail, hein, c'est-à-dire ce qui concerne le travail, ce qui est inhabituel parce que le mot de couple normalement est associé à un autre discours. Alors cette ambiguïté pose pour le lecteur, crée dans le lecteur une sorte d'interrogation, une curiosité, ce qui est, si vous voulez, amplifié par la citation qui suit, grâce à lui, je vais au boulot le cœur léger. Alors, entretenir cette ambiguïté permet de attiser donc la curiosité du lecteur et faire en sorte que le lecteur puisse avoir envie de continuer sa lecture. Mais qu'est-ce qu'il doit faire pour continuer la lecture? Il doit cliquer. Quand il se trouve dans la partie intermédiaire, le supratexte dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette configuration, cette organisation, cette présentation intermédiaire dans le parcours de lecture, ben, c'est là que le lecteur doit aller cliquer. Cet effet, cette ambiguïté, en fait, est amplifié par le chapeau. Alors, il n'est pas super lisible, mais je vais vous le lire. Il travaille en osmose et s'entend à merveille. Sous ses allures de lien amoureux, le rapport intime reliant un couple de travail, entre guillemets, est purement platonique. Le chapeau, donc, annonce un sujet ambigu au lecteur qui donc vient de cliquer, qui se trouve face à un chapeau qui amplifie en fait cette ambiguïté, qui construit une ambiguïté séductrice autour du mot couple et lui construit une tension narrative qui doit amener le lecteur à poursuivre
en fait son parcours, à poursuivre son parcours de lecture. Ambiguïté qui, comme vous voyez, alors qu'est-ce qu'il fait le lecteur? Il va dérouler, donc deuxième geste, il passe du clic au scroll, comme le disent, donc il va dérouler et il tombe sur une image qui montre un couple où, si vous regardez bien, il y a une petite tension en fait entre les deux, ce qui va renforcer encore une fois la tension narrative et ce qui va, en entretenant cette tension narrative, ben, on va pouvoir entretenir le geste du lecteur qui est celui de continuer à dérouler. Qu'est-ce qui se passe dans l'accroche? Je vais vous... Je suis désolé de vous couper. Oui. Et il vous reste peu de temps. Oui, je vais terminer tout de suite. Je vous lis juste l'accroche et je vais vous montrer la dernière diapo. Comment nommer leur relation, point d'interrogation. L'enjouée Katie, 53 ans, éducatrice de rue à Saint-Étienne, bute sur la question, un lien étranger fort, etc. Donc l'accroche rebondit sur cette tension, remet une question, etc. Alors, pourquoi ces lieux? Là, je vous ai montré, en fait, je vais... vous montrer à travers un autre exemple pourquoi ces lieux, finalement, la construction des contenus de ces lieux est très importante. Si vous regardez ici, là, je vous ai mis en rouge, en fait, les lieux textuels, en fait, qui correspondent au titre, au chapeau, l'image, ben, l'accroche ne rentrait pas dans... l'accroche, il a sauté dans la diapo. Alors, ces lieux-là, quand on va regarder, donc on passe à la strate en dessous, on va regarder l'énonciation computationnelle, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, je ne vais pas vous lire, là c'est juste un extrait du code source où vous pouvez retrouver les balises et donc comment les documents sont organisés et donc hiérarchisés et donc stratifiés. C'est pour ça que je propose un modèle stratifié aussi du texte. Comment les éléments sont construits. On voit que dans la balise H1, qui est la balise qui se trouve en haut de la hiérarchie des niveaux d'affichage, cette balise est occupée par les éléments qui sont immédiatement visibles, c'est-à-dire le titre. Alors, dans le titre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va mettre tout ce qui est, par exemple, le syntagme, comme tout à l'heure, le syntagme ambigu, ou bien, pour répondre aux contraintes du référencement, qui sont des contraintes qu'on retrouve dans la rédaction web, on va placer par exemple les mots-clés. On sait qu'à travers les mots-clés, ben, les articles vont être plus ou moins, avec un bon choix de mots-clés, les articles vont être plus ou moins visibles. Alors, je conclus. Et si on regarde donc comment, par exemple, là, vous avez les mots-clés qui étaient très recherchés au moment où j'ai fait la capture d'écran sur l'article qui concernait la Covid, ben, vous voyez que les mots-clés, souche, virus, Covid-19, etc., se retrouvent non seulement dans la ligne du titre, mais ils vont se retrouver aussi dans la ligne du chapeau et donc ils sont reprises également dans l'image, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la structuration, donc la numérisation des écrits journalistiques devient comme un modèle pour une écriture très efficace. Une écriture efficace qui met ensemble, qui prend les contraintes en fait matérielles, les contraintes propres au support numérique, le mécanisme, la dynamique de l'écriture numérique et les adapte, en fait, les intègre dans la gestion des contenus, mais pas seulement dans la gestion des contenus, aussi dans la structuration. Il y a une forme de restructuration de l'écrit par rapport, par exemple, à sa dimension, à sa construction narrative, à la suspension, par exemple, des objets dans les titres. Donc, tout un tas de phénomènes de suspension, de narrative, de tension qui sont construits et qu'on retrouve notamment dans les lieux stratégiques, en fait, dans les lieux textuels stratégiques et qui peuvent répondre en même temps aux contraintes matérielles qui sont dans la strate, qui sont à ce niveau de l'énonciation computationnelle et aux contraintes en fait interprétatives qui se retrouvent en fait au niveau de l'énonciation éditoriale et donc ensemble font, disons, se complètent et donnent cette idée qui est en fait qu'il faudrait définir d'écriture efficace. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Rossana. Et alors, on
clôt cette séance. Donc, je laisse la parole à Thaïs plutôt, parce que je ne veux pas égorger ni le titre, ni le nom de notre intervenant. Oui, a gente termina, então, nosso dia com a apresentação do Eduardo Gluck, que também é da Unicinos, então começamos e terminamos com a Unicinos, que vai nos apresentar, então, a apresentação intitulada o Tecnodiscurso, desculpa, de divulgação científica, relações históricas e deslinearização em interligações de notícias digitais. Certo, vocês me ouvem? Sim, escutamos. Tá bom. Eu vou compartilhar um pouquinho. Deixa eu colocar modo... Assim, vocês enxergam? Estamos vendo bem. Tá. E tá em modo apresentação ou não? Não. Modo apresentação é quando está só a apresentação, né? Deixa eu ver. Assim? Melhor? Melhorou. Agora sim. Tá bom. Vocês aparecem também num canto? Para mim aparece, não? Para você deve estar aparecendo, mas a gente não vê. Então tá bom. Tá. Eu vou passar um slide daí que só disse como deu certo, tá? Tá. Pode passar. Deu certinho. Tá bom, ótimo. Posso começar? Pode começar. Tá bom. Bonjour tout le monde. Eu vou apresentar em português, né? Meu francês não é tão avançado, mas então meu nome, como a colega já me apresentou, é Eduardo Gluck, eu sou da Unicinos, eu sou doutorando em Linguística Aplicada, e hoje eu venho, a minha orientadora é a professora Maria Eduarda Guirin, a mesma orientadora da Diana Campani, que apresentou na primeira fala desta sessão, e hoje eu venho trazer alguns resultados da minha dissertação de mestrado, que foi defendida em 2019, e hoje, então, eu vou também pedir desculpa, porque eu vou olhar várias vezes ao lado, porque ao lado está a minha apresentação em português, então aqui está vocês conseguem ver em francês, e eu vou olhando para os dois, então, para conseguir acompanhar. Então, hoje a minha apresentação, vocês já tinham falado o título, né, que é Tecnodiscurso de Divulgação Científica, Relações Retóricas e Deslinearização e Interligações de Notícias Digitais. Então, uma breve introdução. A nossa pesquisa, ela vai se concretizar e acontecer em âmbito digital, né? Então, a partir da teoria postulada pela linguista Marianne Pavot, então, a partir disso, a Pavot vai dizer que interessa a gente ver como ocorre o discurso digital. E no discurso digital, a gente pode analisar diferentes formas e diferentes corpora. Eu, em minha pesquisa na dissertação, eu procurei ver como a relação retórica ela se estabelecia entre os textos de origem e os de destino. O que é isso? Quando a gente vai, por exemplo, acessar uma notícia digital, nós temos hiperligações. Então, essa notícia digital de divulgação científica, nós a chamamos de texto de origem. E o texto para o qual a hiperligação remete o leitor, nós chamamos de texto de destino. Então, nós procuramos ver como essa relação retórica, a partir da teoria da RST, que é Rhetorical Structure Theory, ela vai estabelecer uma relação para a gente ver eventuais possibilidades e intenções que o produtor textual tem ao colocar uma hiperligação em sua notícia digital. Então, a partir disso, nós objetivamos analisar o comportamento retórico-discursivo das hiperligações constitutivas da notícia digital selecionada, por meio da RST, que vai emergir entre esses dois textos. E, da mesma forma, a gente buscou observar as marcas visuais, sintagmáticas, enunciativas e discursivas que subjazem as hiperligações a partir da categoria tecnodiscursiva deslinearização que foi postulada pela Pavot. Então, a minha pergunta de pesquisa, ela formou: como se manifestam discursivamente a sua configuração tecnodiscursiva e seu efeito retórico as hiperligações presentes em um corpus de notícias digitais de divulgação científica? A minha pesquisa do mestrado, ela se constituiu em 10 notícias, sendo 5 da revista Super Interessante e 5 da revista Galileu, que são 2 revistas de divulgação científicas nacionais brasileiras, mas para esta apresentação, e tendo em vista o tempo, eu fiz um pequeno recorte e vou apresentar um exemplo de cada depois na análise.
Então, enquanto basamento teórico, como eu já havia falado desde o início da minha fala, eu vou trazer Pavot para trabalhar com as questões da categoria da deslinearização e também estamos circunscrito na análise do discurso digital e também na RST, a partir de Manning-Thompson e depois de Bernardes, em 95, para a gente ver, então, essa possível relação entre esses dois textos, chamados de origem e de destino. Aqui, trazendo brevemente a minha fundamentação teórica, eu tenho dois, então, arcabouços teóricos. Do lado esquerdo, eu tenho a Marianne Pavot, com análise do discurso digital, e do lado direito, então, eu tenho a Rhetorical Structure Theory. Vale ressaltar que Manning-Thompson, eles foram os pioneiros, né, da RST, mas eles não são linguistas, eles são programadores computacionais, e nós tivemos, a linguística, ela teve acesso a eles via Bernardes em 95. E depois, a minha orientadora, em 2007 e 2008, com seu grupo de pesquisa, eles organizaram uma lista dessas relações retóricas em que a gente podia ver essas intenções, tanto em corpora pré-digital quanto em corpora digital, entre esses textos que vão se estabelecer. Então, em relação à deslinearização, Pavot vai dizer que há uma relação indissociável entre matéria linguageira e tecnologia, em que a gente pode avaliar, investigar os mais diferentes fenômenos que vão concernir a linguagem. E no discurso digital, a gente não vê a tecnologia como extralinguística. Antigamente, no pré-digital, nós tínhamos o que concernia ao texto e o que era linguístico e extralinguístico. Mas na análise do discurso digital, consoante Pavot, a gente vai falar numa relação indissociável. Então, nós temos tanto uma matéria linguageira quanto uma matéria técnica. E isso, então, ele está em simetria, é um contínuo. Nós estamos numa verdadeira rede. O termo simetria não foi postulado pela Marianne Pavot, mas foi postulado pelo antropólogo Bruno Latour em 2012. E Pavot bebeu desse termo para colocar que a linguística da análise do discurso digital é uma linguística simétrica, porque ela é ecológica, ela advoga o mesmo status para aquilo que é tecnológico e aquilo que é linguageiro. Então, ela fala que é uma matéria tecnolinguageira. E diferentes temas, então, que vão dizer respeito à tecnolinguagem, que ainda são poucos explorados, está a deslinearização. Para Pavot, trata-se de um elemento clicável por meio de um gesto textual. A deslinearização, ela vai se dar muito a partir de elementos clicáveis. Então, uma hashtag, um hiperlink, são traços de deslinearização. Eles são tecnopalavras ou tecnoelementos que são clicáveis. Então, isso, ele gera uma deslinearização. Na categoria da deslinearização, Pavot, então, vai postular 5 formas. Segundo elas, essas 5 formas, elas são cumulativas. Então, nós temos a visual, a sintagmática, enunciativa, discursiva e semiótica. Em minha pesquisa, eu desconsiderei a deslinearização semiótica, porque a deslinearização semiótica ela é uma combinação de elementos não verbais. E como em minha pesquisa eu analisei apenas notícias em que havia hiperligações intradiscursivas, ou seja, no contexto, no texto, elas não ocorriam, então, marcas que não fossem verbais. Então, uma imagem clicável é uma deslinearização semiótica, mas em minha pesquisa não ocorria. Então, eu desconsiderei esse tipo de deslinearização e simplesmente olhei os outros. Tá? Depois, na análise, eu vou mostrar como isso se dá no meu corpus. Então, esse foi o primeiro eixo. O segundo eixo é em relação às relações retóricas. Como eu havia dito, a relação retórica ela foi desenvolvida, então, a partir dos programadores Manning-Thompson, e a gente teve acesso a partir de Bernardes, em 95. De acordo com o IRAC, o objetivo da RST, então, é descrever as relações que ocorrem em determinadas partes do texto, tendo em vista que dentro de uma unidade textual global, há blocos de informação entre os quais se estabelecem essas relações de núcleo e satélite. Então, a RST ela vai postular a existência de diferentes tipos de unidades informacionais, que são núcleos e satélites. No digital, a gente vai considerar, então, o texto de origem, que é a notícia, enquanto núcleo. E o texto para o qual a hiperligação remete o leitor, a gente vai considerar enquanto um satélite. Então, o grupo de pesquisa da minha orientadora, em 2008, que era intitulado Organização Retórica de Textos de Divulgação Científica, ele organizou uma lista dessas relações retóricas a partir dos estudos de Bernardes. Então, aqui nós temos relações de apresentação, relações de conteúdos e relações multinucleares. Eu não vou falar de cada uma delas por causa do tempo, mas eu vou mostrar como isso se dá em um corpus.
Então, aqui, como eu havia falado, né, nos casos dos hipertextos, que são as notícias, a gente vai chamar N, que é o núcleo dos textos de origem, e S, que são satélites dos textos de destino. E é por meio dessa análise que a gente vai poder identificar possíveis intenções na ação desse produtor textual colocar uma hiperligação em sua notícia de divulgação científica. Em relação à minha metodologia. Então, o meu trabalho ele compreendeu uma descrição, análise e interpretação de um corpus composto, né, para essa apresentação de 2 notícias de divulgação científica, lembrando que para minha dissertação o total eram 10 notícias, e tratou-se então de um estudo de caráter qualitativo de acordo com Creswell. E a partir de Creswell, a gente bebeu da fonte desse último artigo que a linguista Mohan escreveu sobre pequenos corpora. E para Mohan, ela vai dizer que quando a gente está analisando um discurso digital, a gente pode ir ao voo, ou seja, analisar pequenos corpora a partir deles para dar uma dimensão sobre o digital, porque a gente não tem como dar conta de todo o digital. A todo instante, há novas publicações, há novas notícias, então, a partir disso, a gente pode fazer um pequeno recorte a partir de capturas de tela. E isso, então, a gente vai fazer a partir de Mohan, a partir desse termo, então, postulado por ela de pequenos corpora. Então, para Mohan, metodologicamente, a gente optou, a partir dela, por compor um corpus de 2 notícias, considerando o aprofundamento feito das hiperligações na análise aqui, que vou apresentar em seguida. A minha análise, então, das notícias, ela vai consistir nas seguintes etapas. Primeiro, eu fiz uma seleção do corpus de estudo, em que eu selecionei notícias em que havia pelo menos uma hiperligação, para ver esse elemento da deslinearização. Em seguida, eu vi esse reconhecimento das características do corpus, o título da notícia, a marca linguística do nó, que é o hiperlink, o texto para o qual essa hiperligação remete o leitor, que é o texto de destino. Depois, eu fiz uma análise da ocorrência da categoria da deslinearização, que é própria do discurso digital, e, por fim, eu fiz a identificação das relações retóricas que emergiam entre esses 2 textos. Agora, eu vou apresentar para vocês, então, um exemplo do corpus, um exemplo tanto da revista Super Interessante quanto da revista Galileu. Trago primeiro a revista Galileu, e essa notícia, então, ela intitula-se Astrônomos descobrem exoplaneta com ano de 20 dias de duração. Aqui a gente já consegue ver, a partir da captura de tela, que nós temos hiperligações. Elas estão em negrito e sublinhadas no texto. Então, a gente vê ali na primeira linha, artigo, The Astronomical Journal, depois NASA, Saturno, Rússia e Marte. Então, eu fiz a captura de tela, e é muito importante que essa captura de tela seja de todo o ecossistema, porque a Pavot diz que, quando a gente faz uma análise do discurso digital, a gente tem que fazer não simplesmente para corpus, mas como corpus. A gente precisa fazer uma captura de tudo o que acontece. Então, eu fiz a captura de tela de todo o ecossistema e coloquei aqui para vocês. Então, em relação à deslinearização, a gente consegue ver ali na primeira parte, na primeira coluna, em que há as hiperligações, e depois na deslinearização visual, todas elas, como a gente viu visualmente, elas estão em negrito e sublinhadas no texto. Depois, sintagmática, cada uma das hiperligações, elas exercem uma função sintagmática particular, porque isso é de acordo com o eixo sintagmático. Então, às vezes, elas podem ser núcleo do adjunto adverbial de lugar, às vezes núcleo do sujeito, e assim por diante. Em relação à enunciativa, a gente viu quem eram os autores, né, desses textos de destino. Então, a gente viu que muitas vezes eram os autores do artigo científico, porque a hiperligação, ela remetia, por exemplo, ali em artigo. Quando eu sou remetido para este artigo de divulgação, para esse artigo científico. Então, são os próprios autores do artigo. Então, ou muitas vezes jornalistas da revista Galileu. Como trata-se de uma linguagem para um público não especializado, que é um texto de divulgação científica, predominantemente os textos, eles remetem o seu leitor para outras notícias de divulgação científica. Uma, porque nós ficamos na mesma revista, porque ao clicar eu ainda fico na revista Galileu, então uma questão mercadológica, e outra, porque também a linguagem para a qual eu remeto esse leitor é uma linguagem não tanto acadêmica, porque ele é um leitor não especializado. Então, predominantemente vão aparecer outros textos de divulgação científica. E na deslinearização discursiva, a gente vê, então, nas 2 primeiras outros artigos científicos e depois notícias para a própria revista Galileu. Em relação às relações retóricas, nas 2 primeiras a gente vê uma relação de evidência. O que é relação de evidência para a relação retórica? É quando eu tento fazer com que o meu leitor ele creia naquilo que eu informei ele
no meu texto. Então, claro, quando eu digo a minha notícia de divulgação científica teve base no artigo X, e quando eu clico na hiperligação, me mostra o artigo, é uma forma de credibilidade, então eu tenho essa crença, né? E isso acontece quando eu clico em artigo e The Astronomical Journal, porque eu sou remetido para os artigos aos quais eu falei, né? No caso, o produtor textual no texto. E depois, mais 4 notícias são relações de fundo, que são todas as notícias de divulgação científica. O que é isso? É quando eu aumento a capacidade desse leitor entender o que foi informado. Quando eu digo NASA, eu vou para uma notícia de divulgação científica, e ali vai ter uma explicação do que é a NASA, o que essa agência faz. Quando eu clico no Subsaturno, o que é o Subsaturno? E quando eu faço essa intenção de aumentar a capacidade daquilo que eu disse. Então, eu vou trazer uma hiperligação. Isso, então, em relação a Galileu, na Super Interessante é muito similar, porque se trata de outro texto de divulgação científica, e essa notícia, então, é intitulada Rãs ficaram presas em âmbar e foram descobertas 99 milhões de anos depois, e que foi publicada, então, na revista Super Interessante. Em relação... deixa eu só voltar e mostrar para vocês, diferentemente da revista Galileu, na Super Interessante nós temos uma cor. Então, não está só em negrito, ela ainda está sublinhada, mas ela aparece na cor vermelha. Então, ali a gente vê cerca de 99 milhões de anos, depois tem o Mosasaurs, depois tem aracnídeos, pássaros e assim por diante. Todos eles estão na cor vermelha e sublinhado. Então, ali na deslinearização visual, a gente vê também esse negrito, esse sublinhado na cor vermelha. Depois, na sintagmática, a mesma coisa, vai depender de cada hiperligação, que vai ter uma função no eixo sintagmático. Na enunciativa, só a primeira hiperligação vai remeter para um artigo de divulgação, para um artigo científico, e depois, nas outras 5 hiperligações, eu ainda fico na revista Super Interessante, que é essa forma mercadológica em fazer com que o leitor permaneça na revista. Então, são outros jornalistas da Super Interessante. É como se fosse uma forma de dizer que aqui você encontra o que você precisa. Então, eu não preciso ir para um outro ecossistema. Eu fico naquele mesmo ecossistema, clicando em outras hiperligações, e estando sempre no cômputo da revista. Em relação às relações retóricas, então, emergidas nessa notícia digital, a gente vê, então, a mesma coisa, a relação de evidência, porque eu fiz ele crendo que aquilo que foi informado, e também na de fundo. Mas a única diferença da outra notícia é que nessa apareceu uma relação diferente, que é a relação de elaboração, que é a partir da última hiperligação, que é Morphosource. Por quê? Na elaboração, a gente vai apresentar detalhes adicionais sobre o que foi informado. Então, o leitor, de repente, ele é muito parecido com a relação de fundo, porque na relação de fundo eu vou aumentar a capacidade, mas na relação de elaboração, eu vou pressupor que o meu leitor não tenha ideia do que é aquilo que eu citei. Então, eu vou trazer detalhes sobre esse Morphosource. O que é? Eu não sei enquanto leitor. E muitas vezes, eu sou um leitor que não tenho o conhecimento de uma língua estrangeira como o inglês. Então, ali, ao clicar nessa hiperligação, ele vai trazer detalhes sobre o que esse termo trata. Então, é a relação de elaboração, trazendo detalhes adicionais a partir dessa relação. E aqui eu vou trazer, então, algumas notas de fim. Então, ao longo do nosso trabalho, a gente buscou apresentar esse comportamento retórico discursivo das hiperligações que eram constitutivas das notícias digitais selecionadas, a partir da relação retórica entre os textos de origem e de destino, e da mesma forma a gente visou a apresentar as marcas visuais, sintagmáticas, enunciativas e discursivas que subjaziam as hiperligações por meio, então, da categoria da deslinearização. A partir dos elementos tecnolinguageiros, as hiperligações, então, que são marcas de deslinearização, como a gente viu que são marcas clicáveis no texto, a gente percebe que ela reconfigura a textualidade do hipertexto. Nós agora não estamos tratando como um texto offline de uma leitura linear, mas a gente está falando de uma leitura multissequencial. Isso é muito importante, porque muitos acham que o texto digital trata-se de um texto não linear, mas ele há uma certa linearidade, mas ele é multissequencial, porque cada leitor ele pode fazer diferentes percursos. Eu, enquanto produtor textual, eu coloco hiperligações, mas se de fato o meu leitor clica ou não, eu nunca vou saber, porque é uma intenção. Então, eu trato esse texto multissequencial. Então, a gente vai chamar como esse leitor ele vai realizar uma ação no meu texto, a gente vai
pegar o termo read writer, que em português vai ser escrileitor, porque eu escrevo e leio ao mesmo tempo. Ao passo em que eu clico numa hiperligação, eu não sou um mero leitor passivo, mas eu sou ativo naquele texto, eu faço escolhas. Então, eu sou um escrileitor. Então, assim, o escrileitor ele vai assumir um papel importante em um texto hipertextualizado, que é multissequencial, uma vez que é ele quem cria o seu texto a partir dos seus cliques. Pavot vai dizer que um texto digital é sempre um novo texto quando o meu leitor lê, porque é ele quem criou os percursos. Então, é um outro texto. O texto digital é sempre singular e único. Em outras palavras, no discurso hipertextualizado, a manipulabilidade e o clique nas hiperligações, eles vão depender da escolha do escrileitor. Ele tem a liberdade de clicar ou não nesse hiperlink. E as hiperligações, então, portanto, elas são elementos tecnolinguageiros que vão conectar documentos hipertextuais em um enunciado de gestos visuais e multissequenciais. Então, por fim, eu vou destacar que esse estudo, nós acreditamos que ele pode oferecer uma visão mais abrangente acerca do tecnodiscurso em notícias de divulgação científica, bem como ele vai trazer uma maior contribuição aos estudos de linguística aplicada sobre a composição de corpos de pesquisa em ambientes digitais, ancorando-se em Marianne Pavot, que é a precursora da análise do discurso digital. Então, as minhas referências bibliográficas. Merci. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Eduardo, merci. Acho que a Pavot está contente, né, no dia de hoje, porque foi muito citada e de maneiras bem interessantes, maneiras diversas, para corpos diversos, então, acho que ela está bem feliz. Bon, on peut commencer à entendre des questions, des commentaires, alors par rapport aux trois présentations, donc de David, Rossana et Eduardo, sinon. Podemos fazer perguntas, então, às diferentes comunicações que ouvimos agora. Je peux me lancer? Vas-y. Alors, obrigado, Eduardo. Merci beaucoup à Rossana et à David Quentin pour ces interventions qui sont très intéressantes. D'ailleurs, j'ai trouvé beaucoup de points en commun entre l'intervention de Rossana et celle d'Eduardo, avec cette idée des strates de superposition de la présentation, finalement, dans le numérique. Donc ça m'a semblé assez intéressant de voir ces points en commun. D'ailleurs, j'avais déjà vu la présentation d'Eduardo, ce qui m'a permis de mieux suivre la présentation. Mais c'est vrai qu'on a tous ces liens entre les deux présentations, ce qui est assez flagrant et assez intéressant. Je pense que pour Rossana, j'avais noté une question. Ce n'est pas une question, c'était juste un commentaire. Donc, vous parlez de cette idée de décortiquer le fonctionnement de l'affichage numérique. Donc, en gros, c'est ça, on décortiquer tout cet affichage et voir comment, en couches superposées, cet affichage fonctionne. Et ça me semble assez intéressant et assez pertinent. Donc, vous voyez que cette idée des strates, finalement, on la retrouve dans la présentation d'Eduardo. Alors, j'avais juste un commentaire par rapport à l'exemple que vous avez donné des couples de travail, ce qui m'a semblé assez rigolo, parce que finalement, couple de travail, c'est une sorte de défichement d'une unité qui n'est pas forcément figée, parce que finalement, un couple amoureux, un couple heureux, un couple, etc., c'est pas forcément figé, c'est plutôt des unités libres, non? Mais qui apparaissent toujours dans un contexte spécifique, des sentiments, des relations humaines, etc. Et finalement, là, ici, on a ce couple de travail qui vient s'introduire dans le monde du travail, justement, et qui sort complètement de ce contexte quelque peu figé, non, des sentiments. Donc, on voit bien comment, et c'est pour ça que j'aime bien travailler la phraseologie d'un point de vue discursif, parce que justement, on ne travaille pas sur de la structure, mais plutôt sur du fonctionnement dans le discours des unités. Donc, on voit comment couple amoureux, couple heureux, etc., ce n'est pas forcément des unités figées structurellement parlant,
mais c'est des unités figées pragmatiquement parlant et dans leur fonction. Totalement, oui, oui. J'ai pris justement cet exemple parce qu'il allait casser un peu, il casse un peu plein de choses. Et dans l'idée de couple, alors ça vient, c'est une traduction française de work couple. Disons de la formule qui est plus, disons, elle est plus fréquente disons, en anglais, mais anglais américain, qu'en français. Donc, c'est une traduction littérale qui permet de construire de évoquer. Donc, par différence, on revient vraiment à Saussure, hein, l'évocation du signe qui ne fonctionne que par différence. On est là. Donc, qui permet d'évoquer, donc, justement, par différence, tous les couples qui n'est pas. Et en même temps, introduit ça déstabilise parce que couple de travail, c'est pas une formule, c'est pas figé, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Ça peut-être, ça va même plus fonctionner et circuler de la même manière, mais c'est juste ce qu'il faut pour construire une interrogation. Et ce qui m'intéresse, c'est effectivement, et c'est pour ça que j'ai trouvé, après je vais poser moi aussi une question à Eduardo parce que j'ai trouvé très intéressant son idée d'énoncé gestuel. Et donc, si il avait accroché, je vous dirai après. Donc, cette idée qu'en fait, quand on commence à devenir conscient, ça c'est vraiment en observant les rédacteurs web et en intervenant, moi je suis co-responsable et j'interviens et j'enseigne dans un master de rédaction où j'interviens beaucoup sur la rédaction web et c'est vraiment en observant les pratiques rédactionnelles professionnelles qu'on peut voir comment on a tellement intégré certaines façons de préparer la gestualité numérique et en même temps répondre aux contraintes matérielles du numérique parce qu'il s'agit de saisir des formes signifiantes, il s'agit de saisir automatiquement des choses entre guillemets. Donc, on est en train de parler de matière et en même temps d'une matière qui, dans les habitudes de lecture et d'interprétation, rétroagit sur la construction discursive, donc sur l'énonciation linguistique. Et donc, on est habitué désormais à tout un tas de mécanismes de tension narrative dans la titrale, titre, chapeau, etc. Dans les titres de films et séries, si vous allez regarder les titres de chaque épisode, vous retrouvez un peu le mécanisme. Si vous faites glisser Google Actualité et vous regardez voici ce qu'il en est de la dernière star d'Hollywood, ce voici, il n'est pas justifié si derrière, il n'y a pas un geste qui est conçu. Donc, il y a tout un travail qui se fait au niveau de l'énonciation linguistique, c'est-à-dire celle à laquelle on est habitué, mais qui est préparée en amont par le fait qu'on anticipe ce qui se passe au niveau de l'annonciation éditoriale, et donc si on ne regarde pas la dynamique textuelle dans cette stratification, ces modifications et ces reformulations discursives, on n'arrive pas à les comprendre, on n'arrive pas à les justifier, parce qu'elles sont typiques de cet environnement-là, et on ne les trouve pas ailleurs. Et ça, je trouve que vraiment, pour moi, un terrain d'observation très important, ce sont vraiment les rédacteurs et les étudiants, mes étudiants avec qui on travaille beaucoup, et que je remercie parce qu'ils nourrissent énormément ces réflexions. C'est vraiment, il faut vraiment aller regarder, observer comment font les rédacteurs web. Parce que c'est des mécanismes, mais en fait, c'est des mécanismes qui après rétroagissent. Et voilà. Et donc, est-ce que je peux profiter pour poser une question à Eduardo? Je vais juste poser une question à David. Et je vois qu'il y a 2 questions pour Eduardo, donc je préfère regrouper les questions à Eduardo. Ok. Très bien. Alors, David, juste rapidement, commentaire, question également. J'ai trouvé ça intéressant de vous entendre dire qu'il y avait une réutilisation des pancartes qui étaient plutôt imprimées et non pas manuscrites, si j'ose dire. Donc ça, c'était plutôt dans des discours non numériques. Et dans le discours numérique des activistes, j'imagine que vous avez trouvé aussi cette idée de réutilisation des affiches, etc. Ma question est, est-ce que la réutilisation s'est faite dans un contexte similaire
ou pour d'autres causes ou dans d'autres contextes? Je dirais que c'est assez variable. On a effectivement un phénomène de passage d'écrits non numériques à des formes numérisées à travers la photographie qui permettent de transmettre ces énoncés non numériques à la base dans les environnements numériques. Mais on a également effectivement les affiches numériques qui sont produites notamment en vue des mobilisations qui sont partagées entre les différentes organisations militantes pour mobiliser en vue de l'événement et parfois servent de pancartes qui sont réimprimées et utilisées dans les mobilisations elles-mêmes. D'ailleurs, je n'ai pas pu l'aborder, mais on a aussi une contamination des formes de techno-discours. Par exemple, les hashtags. Les hashtags servent, oui, à la circulation sur les réseaux sociaux, mais dans les mobilisations, on retrouve la réutilisation sur les pancartes des hashtags qui font référence à ces réseaux. Donc, on a tout un phénomène de circulation qui fait une transition du numérique au non numérique et inversement du non numérique au numérique. Est-ce que je pourrais poser une question à David et puis comme ça après on bascule à Eduardo? D'accord. Ouais, je pense que ça sera plus simple parce que moi aussi j'avais une question par rapport aux images. En fait, c'était 2 commentaires. Déjà, les premiers, c'est bravo pour votre fondation théorique et méthodologique. Je trouvais ça vraiment brillant. Voilà, je tenais à le dire. Et deuxièmement, sur la question des images, alors est-ce que globalement, dans votre corpus, vous avez trouvé une certaine imbrication image et texte qui accompagne l'image? Est-ce qu'il y avait une relation dans les publications entre l'image et les textes ou pas du tout? Voilà, c'était une question de curiosité comme ça. Est-ce que vous pouvez reformuler la dernière phrase? J'ai mal compris la question. En fait, dans les publications que vous étudiez, est-ce qu'il y avait une relation assez claire entre l'image et les textes qui accompagnent l'image? Est-ce que les textes venaient renforcer l'image, par exemple, ou pas du tout? Est-ce que c'était des unités bien séparées? Voilà. Je dirais qu'en général, les textes vont renforcer les images. J'ai présenté un peu, mais dans le fond, mon analyse me porte à croire que ces images servent en grande partie à produire des effets de vérité, notamment, par exemple, lorsqu'il est question de criminalisation, bien, on va mettre en image cette criminalisation, on va mettre en image les différentes citations à comparaître, les ordres d'arrestation, etc., les habeas corpus qui ont été déposés par les organisations, comme preuve du récit qui est fait dans les communiqués ou les différentes nouvelles ou sur les réseaux sociaux des événements liés à la criminalisation. Donc, en général, ces images viennent renforcer les récits, l'argumentation qui est développée également dans les discours militants qui sont écrits sous forme textuelle. Il faut dire que c'est propre au discours militant, parce que je ne l'ai pas abordé, mais cette réflexion-là s'est faite dans le cadre d'une thèse de doctorat où j'avais d'autres corpus, notamment un corpus de presse et un corpus d'organisation, d'institutions de protection des droits humains. Et donc, l'utilisation des images pour produire cet effet de vérité ne se retrouve pas dans d'autres types de corpus ou n'est pas utilisé de la même façon. Dans les corpus de presse, l'utilisation de l'image n'est pas du tout la même que dans l'utilisation qui est faite par les discours militants. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Oui, tout à fait. Et du coup, la presse, elle utilise à quel titre alors les images? Je dirais que dans le cadre de la presse, évidemment, au Honduras, moi, j'ai analysé des journaux conservateurs qui adoptaient davantage un discours sécuritaire qui tendait à mettre la responsabilité des violences sur les activistes eux-mêmes. Et donc, l'utilisation des images produit aussi un effet de vérité lié à la preuve, mais dans un discours qui est totalement adverse à celui des organisations militantes. Et donc, on a une situation qui est typique de la presse alternative, à vrai dire, où on a une presse plus traditionnelle, conservatrice, qui véhicule certains discours, notamment sécuritaires, et d'autres écrits plus
liées à la presse alternative, liées aux différents réseaux sociaux des organisations qui essaient de développer un contre-discours à partir de leur propre présentation. Mais les images sont beaucoup moins mobilisées dans la presse écrite que j'ai consultée que dans le cadre des organisations militantes, ce qui est probablement le propre des réseaux sociaux, notamment, où il y a un partage assez important des images de mobilisation, par exemple. Merci. Oui. Rosanna, oui. On écoute votre question et on essaie de laisser Eduardo lire d'abord. Il y a une question sur le chat en portugais et il y a une question de Valentina en espagnol. Donc, on vous écoute, Rosanna. Oui, oui, ce sera bref. C'est juste pour revenir sur la notion d'énoncé gestuel. Je voulais juste lui demander de la reformuler, d'expliquer qu'est-ce qu'il entend et si il s'appuie sur des références. Je pense notamment, il y a un numéro de médiation et information qui est sorti, qui a été publié sur le geste numérique, qui était très intéressant. Voilà, juste revenir sur cette notion. Merci. Quer que eu traduza, Eduardo? Ou deu para entender? Quero, por favor. Tá, ela pediu para você detalhar um pouco a questão da retórica gestual, que você comentou na sua apresentação, citar eventualmente bases teóricas que você mobilizou para desenvolver esse termo, se eu entendi. Porque, na verdade, tu faz uma pergunta a ela, porque a retórica visual, na verdade, acho que tem dois termos juntos. Tem a relação retórica, que é a RST, e tem o enunciado de gestos, eu acho que é o enunciado de gestos. Isso, exatamente. Tá bom. Então, o enunciado de gestos para Pavot, ele vai estar em toda a análise do discurso digital, porque toda vez que nós temos elementos clicáveis, a gente precisa realizar, de fato, um gesto. Então, a gente pega o mouse e a gente vai fazer um clique. A gente faz uma ação corpórea. Então, isso está muito atrelado ao enunciado de gestos. Toda vez que a gente vai se deparar com um corpus digital nativo, em que há elementos hipertextuais, nós estamos, com certeza, dentro desse enunciado de gestos. Então, eu acho que o enunciado de gestos ele está em todos os corpora digitais, que é elementos clicáveis. Agora você pode ler as perguntas e responder. Eu vi uma no chat. Tem mais uma, não tinha visto. Isso. As duas são para mim? Isso, você é popular. A última colega que apresentou. Você considerou o modo como a Constituição e a distribuição dos hiperlinks constrói a imagem do escritor? E ainda, acredita que a construção retórica e notícias veiculadas em jornais não especializados fazem o mesmo percurso? Então, tá. Em relação à segunda pergunta, que é mais fácil, eu acredito que sim. Eu acredito que os textos, as notícias de divulgação científica, por haver uma questão mercadológica, elas vão tender a colocar hiperligações que vão remeter para suas próprias revistas, porque nós fazemos com que o leitor continue no mesmo ecossistema. Então, uma forma mercadológica, é ali que eu faço, cada vez que eu... Imagina, se na minha notícia havia 6 hiperligações, dentre as quais 5 me remetiam para a mesma revista. Então, eu fazia com que aquele meu escrileitor, em vez de ficar simplesmente lendo a notícia, ele vai ler 5 textos a mais a partir das hiperligações. Então, eu faço como uma forma de... meio que mascarado, mas ele está mostrando que eu estou ali. Então, clique neste hiperlink, eu clico, estou na mesma revista. Clique neste, eu clico, estou na mesma revista. Então, eu acredito que os corpos com os quais nós trabalhamos, predominantemente, as hiperligações remetem para as mesmas revistas. Eu acho que é um fato. Em relação à segunda, vou ler só de novo a partezinha. Você considerou o modo como a constituição e a distribuição dos hiperlinks constroem a imagem do escritor? Eu acredito que quando a gente coloca um hiperlink num texto, até quando a gente coloca um elemento argumentativo num texto, a gente imagina o nosso outro. A gente sempre vai ter num texto o nosso público-alvo. Então, eu acredito que ao colocar hiperligações, eu já penso, esse meu leitor é um leitor não especializado, é um leitor
que está para esse público heterogêneo e amplo. Então, eu faço com que esse meu escrileitor, eu coloco textos com a mesma linguagem, que é uma linguagem não especializada. Então, é meio que constitutivo. Eu coloco sempre pensando no meu outro. Se, de fato, ele vai aderir àquilo que eu fiz enquanto leitor, eu não sei. Porque a gente sempre trabalha com a instância não da recepção, mas do produtor textual. A gente trabalha, enquanto linguistas textuais, com o texto. A gente não vai, por exemplo, a gente não faz entrevistas com o outro. Você clicou naquela hiperligação, você acha que isso foi bacana? A gente não trabalha com essa recepção, mas na instância do produtor textual, eu acredito que sim. Eu imagino esse meu escrileitor enquanto alguém não especializado e coloco outros textos a partir de hiperlinks, fazendo com que ele aumente a capacidade daquilo que eu estou anunciando em meu texto. Posso ler a segunda? Thaïs, il y a la question en espagnol. Sim. Est-ce que tu veux que je te traduise en français? Tu traduis en portugais. Não, mas eu acho que eu entendi a pergunta em espanhol. Ela está perguntando dos critérios para definir seu corpus. Para o fechamento de corpus, né? Isso. Uhum. Pour fermer le Certo. corpus, Thaïs. Isso, exato, para Uhum. fechar o corpus, para construir o corpus, com a questão do hiperlink, né? Que um hiperlink leva ao outro, que leva ao outro. Exato. Isso aqui. O que eu fiz, um dos critérios de seleção foi sempre olhar o hiperlink apenas da notícia de divulgação científica, porque senão é um caminho sem fim. Se eu vou clicar naquele hiperlink, eu vou para uma outra notícia, vai ter um outro hiperlink, eu clico uma outra notícia, assim eu vou indo sucessivamente, é uma infinidade. Então, o meu critério para fechamento de corpus foi apenas os hiperlinks do texto primeiro, que era esse texto de origem, e foi aí que eu parei. Então, eu clicava, ia para um texto de destino, analisava aquele texto de destino, fechava a minha análise. Eu não seguia adiante, porque senão é uma análise interminável, né? O digital, ele está aí interminavelmente. Obrigada, Eduardo. Acho que, não sei se mais alguém tem algum comentário ou para finalizar, ou se podemos terminar. Très bien, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup à toutes et à tous. Vraiment, vos interventions étaient très, très intéressantes cet après-midi. Je pense que les deux après-midi ont été vraiment très, très remarquables. Et n'oubliez pas que vos interventions feront l'objet d'un projet de publication. Donc, n'oubliez pas d'envoyer vos textes qui seront soumis au comité scientifique pour publication. Donc, il y aura une sélection des textes qui seront publiés dans 2 revues, justement en ligne, au Brésil. Juste une question. Oui, Vous nous écrirez pour envoyer les textes. Ok, d'accord. Donc, on attend des instructions de votre part. Tout à fait. On vous enverra les 2, comment ça s'appelle déjà, les normes de publication. Les normes de publication, voilà. Excusez-moi, c'est l'heure. Les normes des 2 revues. Et normalement, la publication pourra se faire en français, en espagnol et en portugais. Merci. Vou só traduzir talvez essa parte. O Henry estava só lembrando da questão da publicação, que vai acontecer depois da nossa jornada. Vamos mandar mais tarde os detalhes certinho, mas os textos poderão ser em espanhol, português e francês, então para juntar toda a variedade linguística que tivemos, né, desses 2 dias. Serão artigos científicos, isso? Isso, serão artigos, né, de acordo com as publicações, com as apresentações que vocês fizeram hoje, e aí nós vamos enviar as normas, e, enfim, terá um comitê científico também para revisar os textos, etc. Então tá, muito obrigada. De nada. Valentina, ¿quieres que te explique lo que hemos dicho en español y para los que hablan español? No, gracias, yo entendí al menos. Vale, muy bien. Entonces, no olvides preparar con tu grupo el texto que nos enviarán, ¿no? Ya, muchas gracias. Vale, muy bien. Alors, merci beaucoup. Écoutez, au plaisir de vous revoir. Et on reste en contact alors pour le projet de publication. Merci. Merci. Au revoir. Pareil, merci, au revoir. Au revoir. Merci. Y au Au revoir. revoir. Au revoir.